Bonsoir à toutes et à tous et merci de cette invitation. Ce soir, je vais vous présenter le rôle de la Commission nationale du débat public, qui est une sorte d'ovni, une singularité française, et qui est rien d'autre que l'institution qui est en charge la démocratie participative, et on pourrait dire aussi la démocratie environnementale en France. On va dire des gros mots. Mais avant de vous présenter la Commission nationale du débat public et son rôle, qu'est-ce qu'elle fait pour permettre à chaque citoyen d'être informé et citoyenne et de pouvoir s'exprimer, je voudrais revenir avec vous sur le cadre d'émergence de la démocratie participative en France, mais aussi en Europe. D'où ça vient? Pourquoi, à un moment donné, on a considéré, ou les personnes elles-mêmes ont revendiqué d'autres espaces d'expression au-delà du vote, quand ça a émergé, et pour quelles raisons? Disons que la démocratie participative, un peu partout en Europe, peut-être dans d'autres milieux au-delà de l'océan, ça s'est décliné de manière un peu différente. Et elle répond, on va dire, à trois crises. Une crise démocratique, une crise de légitimité et une crise écologique. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, on a commencé à enregistrer une crise croissante du système représentatif, du système démocratique, parce que les électeurs ne se sentaient plus, on va dire, représentés une fois qu'ils passaient d'électeurs à gouverner. Il y avait une sorte de rupture de confiance parce que la question de tenir les promesses électorales, voilà, c'était de plus en plus posé. Donc, toute une série de manières de gouverner qui ont produit une sorte de détachement, de défiance des gouvernés vis-à-vis de celles et ceux qui devaient les représenter. Ce qu'on appelle un peu une crise de la démocratie, mais une crise aussi de la représentativité, de cet écart entre l'électeur et le gouverné. On a aussi assisté aussi à une crise de la légitimité. Vous savez, la décision publique, autrefois, était composée de trois éléments, était perçue, elle était aussi comme porteuse d'une compétence, une décision sur le fond correcte. Elle était portée par des personnes qu'on sentait comme légitimes à nous représenter et était aussi porteuse d'un intérêt général. C'est-à-dire, dans une décision, on avait ces trois éléments. De plus en plus, ces trois éléments ont commencé à se détacher et à ne plus revenir à une seule personne ou autorité qui est titrée à décider. C'est-à-dire qu'on a eu un écart croissant entre le légal, ce qui était légalement décidé, et perçu comme légitime. La notion même d'intérêt général a arrêté d'être quelque chose dont les décideurs étaient dépositaires, mais c'est quelque chose qui est propriété de personne en fait. C'est-à-dire que les sociétés ont commencé à considérer que l'intérêt général était quelque chose qui se fabrique collectivement, qui se décide, se renégocie, peut-être à chaque fois, sur chaque projet. Donc une crise démocratique, une crise de la légitimité des décisions à tout niveau, au niveau d'un projet d'infrastructure, d'aménagement, d'une grande politique publique. Aussi une crise écologique qui est due au fait que les décisions qu'on prend qui concernent l'environnement sont des fois des décisions sur le long terme et qu'il est difficile des fois de prévoir toutes les conséquences d'une décision sur l'environnement, sur les générations futures, des décisions que nous prenons aujourd'hui. Cette incertitude, cette nécessité de prendre en compte le temps long a mis en crise, a été une des composantes énormes des crises écologiques qui fait que on a de plus en plus critiqué les démocraties, on va dire contemporaines, par rapport à leur incapacité. Il y a un chercheur, Rosan Vallon, qui parle de myopie de nos démocraties, le fait qu'on peut pas voir, qu'on va pas bien de loin, c'est-à-dire leur incapacité à prendre en compte le temps long pour des raisons électorales ou d'autres types de raisons. Donc, pour pallier à ces nombreuses crises, d'autres formes de démocratie ont vu le jour. Mais ces formes de démocratie, notamment la démocratie participative, qui visent à élargir, à partager la décision avec un nombre plus grand de personnes, notamment avec celles et ceux qui sont concernés, impactés par la décision. Mais il n'y a pas eu, on va dire que ces trois crises. Il y a eu aussi parallèlement, et pour certains peut-être ça peut être un peu bizarre de voir qu'il y a ce double mouvement de crise de la démocratie dans ses formes de légitimité, de représentation, de prise en compte de temps long, et en même temps on a quand même assisté depuis aussi un moment à un ferment, à une vitalité,
des mouvements de l'engagement citoyen sous forme d'associations, de militantisme, de personnes qui se sont engagées dans des luttes, dans des combats. Pensez à tous les mouvements d'Occupy Wall Street, le mouvement du Gezi Park en Turquie contre la fermeture d'un grand parc, à tous les gros mouvements dont on a eu écho aussi à l'échelle internationale et qui se sont battus pour que les décisions sur les grands projets, mais pas que, puissent se prendre autrement. Donc on assiste à une crise de la démocratie, en défiance vis-à-vis du système partitique tel qu'on l'a connu, et en même temps d'autres formes, d'autres cadres, des chercheurs qui parlent de nouveaux frames, de nouveaux cadres de la démocratie, parce que l'engagement se fait au-delà de vote, même des fois en dehors de vote. C'est pas parce que vous votez pas que vous ne êtes pas politisé au sens d'avoir un engagement, par exemple. Et donc, ces deux mouvements font que d'autres formes de démocratie ont émergé de manière plus ou moins institutionnelle. Chaque État, en Europe, mais un peu dans le monde, a répondu de manière différente à ces trois crises, mais pas que, a répondu aussi de manière différente à tout un tas d'injonctions internationales qui ont posé la question du partage de la décision, notamment dans le champ environnemental. Et c'est là que je voudrais faire vraiment un focus sur la question de la démocratie environnementale et de la Commission nationale de débat public. À partir de la conférence de Rio, puis avec la Convention d'Aarhus, tout un tas de textes internationaux ont clairement fait le lien entre les questions de transition écologique, d'environnement et de démocratie. En partant d'un postulat de base qui était le fait qu'il n'y aura pas de préservation de l'environnement si l'environnement n'est pas géré de manière démocratique, en considérant que si les décisions sur l'environnement, qui ont un impact énorme sur l'environnement, sont prises de manière démocratique, eh bien, automatiquement, elles vont préserver l'environnement. Et donc, ces textes, ils affirment quoi? Ils affirment, par exemple, la Convention d'Aarhus, que toute personne a le droit d'être informée et de pouvoir s'exprimer sur un projet qui a un impact considérable sur l'environnement et même avoir un recours juridique. C'est le troisième pilier de la Convention d'Aarhus. Ces conventions-là ont été adoptées par tout un tas d'États, parmi lesquels la France, qui donc l'a traduite en créant la Commission nationale du débat public. Pas que, en rédigeant le code de l'environnement d'une certaine manière, en le réformant et en prévoyant tout un tas d'outils qui permettent de s'ouvrir aux citoyens chaque fois qu'il faut mettre en place un projet qui a un impact considérable sur l'environnement. Donc la Commission nationale du débat public est née il y a 25 ans. Elle est née de ce mouvement de réponse aux différentes crises dont je vous parlais, donc des choses qui ne sont pas, voilà, vous ne trouverez jamais dans le code de l'environnement pour faire face à la crise démocratique, écologique, etc. C'est des mouvements qui se sont, voilà, auxquels on a, au fur et à mesure, les démocraties ont essayé de répondre. Et elle l'a mis en place aussi pour répondre à ces injonctions internationales, mais aussi pour donner une réponse aux luttes environnementales et urbaines qui ont quand même connoté l'Europe dans les années 70. Je me permets aussi de vous décrire un peu comment concrètement la procédure de débat public et la CNDP est née, parce qu'elle est née certes de cette injonction, mais elle est née aussi d'un conflit environnemental très important dont peut-être vous avez le souvenir, la LGV Méditerranée. C'était un projet de ligne à grande vitesse en Méditerranée qui a mobilisé fortement des opposants parce que ce projet avait été, voilà, on va dire, proposé et mis en place sans aucune forme, on va dire, de concertation, ce à quoi des groupes se sont révoltés. Ils ont organisé par eux-mêmes une sorte de débat ouvert à tout le monde, sur tous les thèmes. En fait, on posait le jalon de ce qui a été ensuite la procédure de débat public en France. Donc, vous voyez par là, par une opposition, par une demande, par une revendication, par une injonction sociale forte, l'État a changé sa manière de s'y prendre dans la mise en place des projets. Ça, c'est un constat de base de la science politique. Des clashs au sein de la société imposent une mise en agenda politique de certaines questions. Vous avez cité tout à l'heure le MeToo, c'est pareil, la manière de légiférer sur ces sujets-là ou de faire bouger nos habitudes, on va dire, sociales, est née aussi de chocs, on va dire, de clash au sein de la société. Je vous fais un exemple très banal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode d'une fille en Angleterre qui avait été embauchée et à qui l'employeur avait dit qu'il fallait qu'elle vienne un talon au travail.
Elle s'est révoltée, elle a fait une pétition sur change.org qui a recueilli des signatures, tout un tas de signatures. Dans les 2 semaines suivantes, le Parlement anglais a légiféré sur les dress codes, leur contrat de travail. Donc vous voyez comment les mises en agenda peuvent venir non seulement d'un programme politique, mais peut venir sur une demande, sur une injonction de la société elle-même. C'est un peu ce qui s'est passé en France lors de ce grand conflit autour de la LGV Méditerranée qui a amené les décideurs à mettre en place la circulaire Bianco et ensuite à mettre main au code de l'environnement et à créer une instance qui avait en charge la manière de débattre avec les citoyens, les usagers, les riverains, les populations les plus impactées, mais pas que, à chaque fois qu'un grand projet d'aménagement devait voir le jour. C'est ainsi que la commission est née. Et la commission est une autorité administrative indépendante. Ça, c'est très important. C'est une autorité, elle peut prendre des décisions en son propre nom, des délibérations qui vont paraître au journal officiel. Elle est une autorité administrative au sein de l'État. Elle est indépendante de tous les pouvoirs. Elle est indépendante du gouvernement, des parlementaires, mais aussi des décideurs, des porteurs de projets. Ce statut d'indépendant est très important lorsqu'on manie une chose si particulière comme la démocratie participative. Qu'est-ce qu'on fait à la CNDP en fin des comptes? C'est ça, on organise des moments de débat. Et pour le faire, pour créer les meilleures conditions de confiance et de dialogue, il faut qu'on soit un peu comme l'arbitre, désolé d'utiliser cette image, dans un match de foot. La comparaison n'est pas vraiment l'idéal parce qu'on n'est pas en guerre, enfin on n'est pas en compétition quand on fait un débat, il n'y a pas des gagnants et des perdants, mais néanmoins on est un peu comme des arbitres. On n'est ni d'un côté ni de l'autre. On n'est pas du côté des porteurs de projets, mais pas non plus du côté du public au sens où on garantit tout le monde, on va dire. Donc notre position doit être celle d'une autorité indépendante. J'insiste beaucoup sur cela parce que quand on organise une démarche de participation des citoyens et des citoyennes, quand on va vers la population pour demander son avis, la manière dont on organise l'échange, elle doit être faite de manière très particulière pour donner tous les garanties que cet échange est sincère, qu'il n'est pas biaisé, qu'il n'est pas manipulé, qu'il n'est pas ignoré ensuite par les décideurs. Donc la Commission nationale du débat public est née il y a 25 ans comme autorité administrative indépendante et elle a la charge de garantir le droit à l'information et à la participation de chaque personne à chaque fois qu'un grand projet ait un impact considérable sur l'environnement. Donc cela signifie concrètement quand il y a un porteur de projet public ou privé qui a un projet d'une certaine taille, qui a certaines caractéristiques en termes de coût. Je ne vais pas vous ennuyer avec les interstices du Code de l'environnement. À chaque fois qu'un projet remplit certaines caractéristiques, il est obligatoire qu'il passe par la CNDP. Et ça, c'est très important, vous voyez, parce que le fait de rendre obligatoire ce passage, c'est reconnaître que dans la construction d'un projet, à un moment donné, pour que le projet soit de meilleure qualité, pour que la décision soit plus légitime, eh bien, il faut faire un passage, il faut faire une sorte d'instruction citoyenne. Quand vous faites un projet, vous avez les études d'impact, il y a toute une série de permis et d'autorisations qu'il faut demander. Donc, le législateur français, c'est en cela qu'il y a certains articles du Code de l'environnement qui sont des vrais traités de sciences politiques. Le législateur, il y a 25 ans, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, certains projets doivent faire l'objet obligatoire d'un échange avec le public. Il ne peut pas avoir de choix de maître d'ouvrage, de porteur de projet, s'il le fait ou pas, parce que cette instruction citoyenne fait partie de la vie d'un projet, elle peut l'améliorer et puis elle rend la décision plus partagée et de ce fait plus légitime. Et je reprends presque mot par mot les termes du Code de l'environnement. Il parle d'améliorer la décision, de la rendre plus légitime, de mieux prendre en compte l'environnement. Et je tiens beaucoup à mettre en exergue ces aspects-là parce que la manière dont le code, les textes qui régissent la démocratie environnementale et participative ont été faits il y a 25 ans sont très actuels, nous donnent déjà les moyens pour faire face un peu aux transitions écologiques et environnementales qui nous attendent aujourd'hui. Donc le débat est un outil pour faire face aux différents types de transitions qui sont devant nous. La Commission nationale du débat public, lorsqu'elle agit, lorsqu'elle reçoit un projet de ce type-là, elle doit donc organiser la manière dont les échanges avec les citoyens interviennent. Elle a 6 principes pour ce faire. Tout d'abord, comme je le disais, est une autorité administrative indépendante, donc elle est indépendante de tout le monde, du porteur de projet tout d'abord. Elle est aussi neutre, ça c'est très important. La Commission ne se prononce jamais sur le bienfait d'un projet. Jamais nous allons dire « Ah oui, ce projet, il est super, il faut absolument le faire, il n'est pas bon. » Voilà. Non, nous avons un devoir strict de neutralité.
Ensuite, nous avons un autre principe qui est le principe de transparence. À chaque fois que nous organisons un débat, nous sommes garants du fait que toutes les informations sur le débat, sur le projet, puissent être communiquées, rendues publiques de manière exhaustive et transparente, et complète, et claire, intelligible. Il ne suffit pas de balancer sur Internet ou de présenter avec un diaporama en réunion publique un détail très technique du projet. Il faut permettre à tout le monde, mettre tout le monde dans les conditions de pouvoir comprendre à quel besoin répond ce projet, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses coûts. Vous voyez, et c'est que si vous avez une autorité indépendante, quelqu'un qui de manière indépendante gère et valide ces informations, parce qu'il est naturel que les porteurs de projets ont tendance, et c'est absolument légitime, ils jouent leur jeu, sont devant le public pour le persuader, pour le convaincre que leur projet est bon, qu'il faut le faire, qu'il est opportun, c'est ce qu'il faut. Donc, en cela, c'est normal. Ils doivent argumenter, essayer de convaincre. Mais il faut aussi quelqu'un de tiers, d'indépendant, un tiers garant, qui dit, est-ce que vos informations sont biaisées? Est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce qu'il y a des études qui manquent? Et c'est ça, le rôle de garantie qui fait la Commission nationale de débat public à chaque fois qu'elle doit garantir les informations qui sont données autour d'un projet. Donc, le principe de transparence touche à ça, mais touche aussi à la manière dont nous choisissons les différents intervenants et intervenantes qui doivent intervenir lorsqu'il y a par exemple une controverse technique ou scientifique. Vous savez, souvent on dit nous voulons des experts qui sont différents de ceux de porteurs de projets parce que, mettons, sur un projet de ligne de tramway ou de train, les études de trafic proposées par le porteur de projet ne suscitent pas la confiance du public et souvent le public nous demande des experts qui sont indépendants. Moi, je suis chercheuse, indépendante, ou objective, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des experts transparents, au sens qu'ils nous disent d'où vous parlez, par qui vous êtes payé, quel parti pris vous assumez, quelle méthode de recherche, quel protocole de recherche vous avez utilisé. Vous voyez, donc la transparence pour nous s'applique non seulement aux données qu'on donne, mais aussi aux expertises plurielles et contradictoires qu'on invite lors d'un débat. Si nous savons que dans une phase en question, il y a une controverse, et nous devons de la mettre en scène, de la dévoiler, cette controverse. Si nous savons que par rapport à un projet d'enfouissement de déchets radioactifs ou d'éolien en mer, je vous cite un peu comme ça, les sujets très faciles qu'on aborde au quotidien à la CNDP, il y a des controverses de nature technique, mais aussi de nature éthique sur un projet, eh bien nous devons inviter les personnes qui ont des points de vue différents, voire opposés, pour que le public puisse se forger un avis. Sachant qu'il n'y a aucun sujet qui n'est exclusivement ou éminemment technique. Je vous fais un exemple. Lorsque nous avons organisé les débats sur l'enfouissement des déchets hautement radioactifs en couche géologique profonde, BUR, ça veut dire quelque chose, je pense. Vous savez que derrière ce projet, il y a aussi un choix sur lequel on ne revient pas, qui consiste à dire il y a des déchets très radioactifs qu'il faut gérer. À un moment donné, la France s'est posé la question, est-ce qu'on les stocke en subsurface ou on les enfouit au cœur de la Terre? Sachant que ne sont pas que des solutions techniques, parce que l'une demande une sorte de confiance dans la société, parce qu'en subsurface, c'est plus ou moins accessible, s'il y a des guerres, si les contextes géopolitiques changent, s'il y a des dictateurs qui arrivent. Le mettre en couche géologique profonde, c'est les faire plutôt confiance à la technologie plutôt qu'à la société et les intérêts. Et donc cela signifie aussi organiser l'oubli, parce qu'il ne faut surtout pas donner envie aux générations futures d'aller creuser, vous voyez, ce qu'on a fait quand même quand on a trouvé les pyramides. Donc vous voyez comment vous organisez l'oubli au sein de société. Qui et à quel moment, à quelles conditions on décide qu'il faut faire confiance à la science, à la technologie et non pas à la société, par exemple. Avant d'être un débat technique, cela a été un débat éthique, un débat de société, vis-à-vis duquel donc il est absolument normal et légitime de reconnaître le droit à chaque personne d'être informée et de pouvoir s'exprimer. Donc quand on vient nous dire que les citoyens, les citoyennes ne sont pas compétents, donc légitimes pour s'exprimer sur des sujets techniques, cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens parce qu'on ne demandera pas à quelqu'un d'être compétent sur le fond pour aller voter, non? Quand il s'agit de voter, tout le monde, ça nous va, tout le monde nous convient, on ne regarde pas leur niveau de bac ou d'études. Moi, je reste toujours un peu perplexe lorsque j'entends des maîtres d'ouvrage ou des décideurs ou des participants, des parties prenantes nous dire
que les personnes ne sont pas compétentes, ne s'y connaissent pas dans le domaine. Donc, pourquoi elles devraient venir en réunion publique, un atelier, un workshop sur les visites de terrain, sur la plateforme, à donner leur avis alors qu'ils ne s'y connaissent pas? Mais tout simplement parce qu'ils en ont le droit, déjà, qui est reconnu par la loi. Je le répète, toute personne a le droit d'être informée et pouvoir s'exprimer sur un projet qui a un impact sur son cadre de vie et sur l'environnement. C'est un droit. Donc déjà ça me paraît un très bon argumentaire. Ensuite, même si on n'est pas compétent, les débats sont faits aussi pour s'informer, pour se familiariser un sujet. Et puisqu'il y a des sujets qui nous concernent à plusieurs titres, on a quand même le droit de pouvoir s'exprimer sur le sujet en question. Donc, voilà un peu pour quelques éléments sur le principe de transparence. Le principe de transparence concerne aussi la manière dont nous travaillons. Quand nous faisons un débat public ou un atelier, tout est vidéo enregistré ou audio enregistré et quelques jours après, nous mettons en ligne sur le site du débat les verbatims. Cela, ce sont des données de la participation qui pour nous sont très importants parce qu'après, tout le monde peut voir qu'une fois que nous rédigeons le compte-rendu de ce qui s'est dit, nous avons été fidèles à tout ce qui s'est dit, sans manipuler, sans orienter, sans trop reformuler, etc. C'est aussi là une question de transparence que nous appliquons tout d'abord à nous-mêmes. Ensuite, nous avons un autre principe qui souvent fait un peu interroge les personnes, qui est le principe d'égalité de traitement. Cela signifie pour nous que tout point de vue, toute position est la bienvenue dans un débat, a la même dignité d'existence. Et quand je dis toutes les positions, je dis bien toutes les positions, même les plus farfelues, même les plus... voilà. Et là, je commence quelqu'un à voir, il dit, bah, comment ça c'est possible? Parce qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, des propos climato-sceptiques ou d'autres choses. Nous avons un autre principe qui nous aide à pallier un peu les dérives de celui-là, qui est le principe d'argumentation. C'est-à-dire que vous pouvez venir et avoir n'importe quel point de vue à condition que vous l'argumentez, mais pas forcément l'argumenter avec des termes techniques ou des données à la main, etc. Une argumentation, bien évidemment, qui peut être de nature très différente. Mais vous devez dire d'où vous tirez votre point de vue, votre idée, sur quoi elle se base, sur quel ressenti, ou sur quels éléments, plus ou moins factuels. Et le fait de le rendre public, d'en débattre avec les autres en général, ça permet de démonter ou alors de réduire la dérive d'arguments, de positions un peu, on va dire, extrêmes ou un peu, encore une fois, farfelues, ce qui arrive quand même très rarement dans les débats publics. Mais pourquoi pour nous c'est important l'égalité de traitement? Non seulement pour permettre à n'importe quel point de vue d'avoir la même dignité d'existence, mais aussi pour faire en sorte que l'espace de débat soit effectivement un espace qui remet de la symétrie dans un système décisionnaire qui est très asymétrique. De manière légitime, ça c'est encore un autre débat, on pourra l'avoir tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a des groupes, des personnes, des citoyens qui bien évidemment ont moins d'accès que d'autres à l'écoute des décideurs, qui ne sont pas des parties prenantes. Donc le principe d'égalité nous permet de faire en sorte que dans l'espace de débat, il y a ce qu'on appelle en grec une iségorie, une même capacité d'accès à la parole. Et mettre donc tout le monde dans les meilleures conditions pour se sentir à l'aise, pour pouvoir s'exprimer autour d'un sujet donné. Donc le principe d'égalité de traitement concerne la manière dont nous pensons le débat, dont nous le menons dans les salles, dans l'échange, mais aussi la manière dont nous le restituons. Par exemple, la Commission nationale de débat public, quand elle termine un débat ou une concertation, elle rédige des comptes rendus, des synthèses, etc., où nous n'allons jamais dire 60% des participants dans la salle ont considéré que l'intervention de Mme Cassio était ennuyeuse et 40% l'ont trouvé top. Non, on ne va pas agréger des préférences. Nous ne sommes pas un institut de sondage. Ce que nous faisons, c'est relever les argumentaires, le pourquoi de certaines positions. On n'est pas là pour compter les pour et les contre. On est là pour comprendre d'où vient votre position. Oui, à condition que, non, sauf si. Vous voyez, c'est à condition que et le sauf si qui nous intéresse, qui pour nous est très important. Nous allons vraiment chercher quelles sont les raisons profondes dans certains points de vue. Je fais souvent un exemple. Quand vous êtes face à deux personnes qui se disputent ou pleurent parce qu'ils veulent la même orange, naturellement, spontanément, vous faites quoi? Il n'y a pas de piège, hein? Vous la mangez? Bah, dis donc, les Bretons. Hein? La moitié chacun. C'est de la négociation distributive, en effet, moitié chacun. C'est une solution qui distribue.
On aurait une autre solution, c'est de demander à chacun pourquoi tu veux l'orange. Peut-être il y en a un qui dit moi je voudrais l'écorce et moi j'ai besoin de jus. Alors tout le monde serait d'accord, peut-être pas. Mais des fois on a cette surprise-là. Nous sommes l'institution qui est là pour dire pourquoi tu veux l'orange concrètement. C'est-à-dire que nous passons de la position à ce qu'il y a derrière la position, à l'argumentaire, au pourquoi. Et donc, dans nos comptes rendus, nous donnons à voir tous les argumentaires, tous les écueils de nature économique, démographique, sociale, que les personnes ont pointés et qui justifient le fait qu'elles sont plus ou moins favorables à un projet ou à une politique publique. Donc cela signifie aussi que c'est pour cette raison que ça ne nous intéresse pas de savoir si c'était 80%, parce que ce qui prime est l'argument, sa force. Et sa force, ce n'est pas nous qui la décidons. C'est le décideur qui doit faire un peu ce geste-là, doit pondérer, faire comme ça, vous voyez. Nous, on fait ça. On prend d'un côté et on donne à voir au décideur ce qui s'est dit. Le décideur doit faire ce geste-là, lui. Il doit pondérer, il doit délibérer, au sens de peser ce qui, à un moment donné, est le mieux, le plus acceptable. C'est aussi ce qu'on a fait pendant le Covid. Si on avait décidé que sur la base d'éléments techniques, d'expertise, on le saurait. Une décision est toujours aussi une décision politique, même si elle touche à des sujets très techniques. Donc, elle doit prendre en compte jusqu'où la société est prête à aller, quels sont les éléments techniques, qu'est-ce qu'elle nous dit la science, qu'est-ce que la science ne sait pas, avec quelle incertitude je dois composer. Et c'est ça que nous essayons de faire dans un compte rendu. Nous essayons de mettre en exergue les différents argumentaires, les écueils potentiels et les incertitudes avec lesquelles le décideur, maître d'ouvrage, ministre, gouvernement, etc., toute la palette d'acteurs qui saisissent régulièrement la CNDP, doivent prendre en compte pour décider. Et donc, chez nous, ça n'arrive pas que dans les sites internet, on a un peu des trolls, des bourrages des urnes, parce que tout le monde qui fréquente la CNDP connaît la règle. Pas la peine de venir faire des copier-coller sur le site internet de la même phrase, de la même position, parce que chaque position est comptabilisée une seule fois. Ce qui compte, c'est l'argumentaire. Donc, ce principe d'égalité de traitement permet aussi d'avoir souvent des rapports, des comptes rendus qui sont solides, exhaustifs et qui donnent avoir un peu une cartographie des arguments. Donc nous avons un principe d'égalité de traitement, je vous l'ai dit, mais aussi un principe d'argumentation que je vous ai un peu cité, qui consiste dans le fait que, comme je te le disais, tout le monde peut venir dire ce qu'il souhaite à condition d'argumenter. Nous-mêmes aussi, c'est-à-dire à argumenter nos choix, pourquoi nous avons décidé de mener un débat d'une manière et pas d'une autre, etc. Mais je voudrais un peu revenir sur la question de l'argumentation, de sa nature. Souvent, nous avons, je pense que ça vous est arrivé aussi, d'entendre que certains opposants, par exemple à l'éolien ou au parc photovoltaïque, ce sont des NIMBystes. NIMBY, pas dans mon jardin, not in my backyard, etc. On entend souvent dire que on parle dans notre jargon de recherche dans le domaine de syndrome NIMBY, de syndrome pas dans mon jardin, je préfère chez les autres. Sauf que nous constatons aussi un débat d'autres types de syndromes, par exemple la syndrome TINA, qui, elle, est un syndrome qui est plutôt côté porteur de projet, ingénieur et technicien, qui est « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative à mon projet est parfait, il n'y a pas d'alternative, je le sais. Et souvent, lorsqu'on traite on balaye un peu avec un revers de la main certaines positions comme nimbistes, c'est parce qu'on considère qu'elles ne sont pas argumentées, que l'argument de l'intérêt pour certains particuliers, du fait qu'on ne veut pas une certaine infrastructure près de chez nous, est un argument qui serait pas valable, ou moins valable qu'un argument technique, étayé par des données. Nous ne sommes pas là pour juger la pertinence de cet argument. Un argument est un argument. C'est des éléments qui sont utilisés par une personne pour justifier son positionnement. Et des fois, il ne faut même pas se tromper dans la manière dont on les lit, ces arguments. Je vous fais un exemple. Quand on a les débats sur l'éolien offshore en mer, souvent nous entendons des personnes qui pointent la question, qui mobilisent l'argumentaire de paysage. Et on a des porteurs de projets ou d'autres au public qui sont plus favorables, pour qui l'impact sur le paysage n'est pas quelque chose de primaire ou primordial, qui considèrent que ces personnes-là mobilisent un argumentaire à caractère personnel parce qu'ils ne veulent pas leur vue de leur balcon abîmée par ceci, par cela. En se trompant, parce que lorsqu'on pointe la question du paysage, en réalité, on pointe une question pas seulement de ce qu'on voit, mais de ce qu'on a vécu. Le paysage, ce n'est pas la photo. Le paysage est une sédimentation historique, sociale, est une construction sociale aussi.
Donc, ce n'est pas la jolie carte postale. Donc, ces personnes, lorsqu'elles parlent de paysage, elles pointent un bien commun. Le paysage est le bien commun par excellence. Est à la fois de ce qu'ils voient, mais de ce qu'ils construisent, qui est socialement, on va dire, bricolé. Donc, et à tout le monde de le préserver, d'ailleurs, ce paysage. Personne n'est propriétaire du paysage. Et donc, les personnes qui utilisent cet argumentaire-là, des fois, in fine, ils font référence à quelque chose qui est beaucoup plus large dans l'intérêt particulier, mais qui souvent est lu comme un argumentaire moindre, parce qu'il concernerait qu'un intérêt privé d'une personne. Donc, nous faisons très attention à, lorsque nous sommes dans l'échange, par exemple, nous animons des échanges, à mettre toutes les personnes à leur aise pour que tout type d'argumentaire, même celui qui relève de la sphère de témoignage, d'une sphère passionnelle, puisse avoir toute sa place, vous voyez, dans un débat public. Parce que ce type d'argumentaire-là, aussi le décideur doit le prendre en compte justement pour pondérer. Et nous avons aussi un autre principe, le dernier principe, qui est le principe d'inclusion, qui est le dernier arrivé, on va dire, de la CNDP, un principe qu'on a décidé d'insérer à la CNDP il y a quelques années, 2-3 ans, à la Commission nationale du débat public. Après, je vous dirai comment elle est composée, cette commission. Le principe d'inclusion consiste dans le fait que nous devons porter une attention particulière à celles et ceux qui sont les plus éloignés de la décision, de la vie de la cité, etc. Parce que souvent, nous avons constaté que certains projets ont un impact surtout sur les populations les plus marginales au sens spatial aussi, et pas seulement social, les plus éloignées de la décision, les plus désintéressés, etc. Et donc nous faisons un effort particulier pour aller chercher ces publics, aller vers eux, et non seulement faire un effort pour aller les chercher, parce que si vous allez arriver à avoir une réunion en public très diversifiée, ça ne suffit pas. Faut-il encore donner à toutes les personnes les moyens et les manières de pouvoir s'exprimer, d'être à leur aise pour le faire. Et nous avons fait des débats dans des territoires où même le français n'était pas la première langue, en Guyane, en Mayotte, enfin voilà, dans des débats, dans des conditions avec des populations qui étaient aussi en forte précarité, mais aussi dans la France hexagonale. Une forte précarité économique et sociale, pour qui le souci premier n'était pas de venir s'exprimer sur un projet qui pourtant allait vraiment avoir un impact sur leur logement, sur leur mobilité, etc. Donc la manière dont vous garantissez la formation autour de ces projets, vous devez complètement la repenser. C'est inenvisageable d'organiser un échange avec certains types de publics, avec un diaporama très compliqué, des camemberts, des chiffres, même avec des maquettes en 3D. Il faut repenser la manière dont on pose même l'information. Et donc, quand on parle de débat ouvert à tout le monde, tout puisse participer, ça commence de là, ça commence des mots qu'on utilise, de la posture qu'on a, de la manière dont on agence une salle, parce qu'on, sans dire, nous sommes là, vous êtes de ce côté, le nombre de personnes qu'on met autour de la table, par exemple, sur certaines démarches qu'on a pu faire sur la précarité alimentaire. Je me souviens, enfin, on a accompagné le Conseil national de l'alimentation, qui est un peu comme le Parlement de l'alimentation, une instance qui réunit toutes les parties prenantes, producteurs, distributeurs, transformateurs de l'alimentation, et qui devait émettre un avis et qui a voulu s'ouvrir un peu aux participants. Il devait émettre un avis sur la précarité alimentaire. Nous avons proposé et obtenu d'avoir un panel de 20 citoyens, 10 desquels étaient issus de précarité. Quand je dis issus de précarité, c'était 10 personnes qui étaient dans la rue, certains desquels ne mangeaient pas un repas chaud depuis 6 mois, certains desquels étaient en foyer. Vous voyez, si on parle de précarité alimentaire, mais alors on y va. Et on va parler aussi, pas seulement avec le public très large, on va dire, mais aussi avec des personnes qui sont en situation de précarité. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? On a fait un panel de 20 personnes, 10 personnes issues de la précarité, en situation forte de précarité économique alimentaire, et 10 personnes qui n'étaient pas en situation de précarité. On ne les a pas balancés, pourtant ils étaient 20. Dans la salle, oh allez hop, vous parlez, vous connaissez. Non, on a fait ce qu'on appelle un travail par pair, entre pairs, parce qu'entre pairs, on a les mêmes compétences, les mêmes réflexes, etc., la même sémantique, la même manière peut-être d'aborder certains sujets. On a abordé les mêmes questions, et petit à petit, on avait des moments avant. Ça a duré une semaine. Et puis, les derniers jours, on travaillait de plus en plus ensemble. Vous voyez ? Cela signifie que des débats de qualité, des débats un peu plus inclusifs, eh bien, ça demande du temps, ça demande aussi des compétences
de penser quelle est la meilleure manière d'amener certains sujets, d'animation et de restitution aussi. Et c'est en cela que je vous disais que le fait d'avoir une autorité indépendante qui a beaucoup d'expérience est un atout. Parce que des personnes qui sont directement concernées n'auraient peut-être pas pris le temps ou eu l'idée de dire non, il faut absolument avoir ces publics. Et une fois qu'on les a, il faut les accompagner d'une certaine manière, sans essayer de les orienter, etc. Et donc là, on voit toute la nécessité et l'importance d'avoir un tiers garant, une autorité tierce qui accompagne dans la mise en place de ces pratiques-là. Donc pour nous, l'inclusion est quelque chose de très important, mais dont on mesure la difficulté du point de vue de la mobilisation, parce qu'aller chercher les publics les plus éloignés, qui participent le moins, qui se mobilisent le moins, est difficile en soi. Vous ne faites pas comme vous faites le tirage au sort pour les conventions citoyennes. Hein. Vous n'avez pas forcément, il y a des catégories socioprofessionnelles que par le quota ici vous arrivez à toucher, mais il y a d'autres types de profils, parce que nous ne sommes quand même pas que le strict réflexe de la catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE que l'INSEE nous colle. Hein. La sociologie nous l'a quand même montré. Nous avons tous des appartenances et des identités réticulaires et pas seulement territoriales, au moins de plus en plus. Les sociétés contemporaines sont plus diversifiées, d'où la difficulté à caser, à avoir des classes sociales monolithiques très identifiées. Hein. On est face à des couches sociales plus fluides, plus mobiles, on va dire. Et donc, c'est difficile déjà d'aller repérer ces profils-là, et souvent on le fait par des réseaux, par des canaux, par des médiateurs. Donc cela signifie aussi différencier les manières d'aller chercher le public, même quand on fait un panel, par exemple, de 20 personnes. Certains, on peut les faire avec le tirage au sort aléatoire, par quota, et d'autres, il faut aller les chercher d'une autre manière. Mais ça, c'est un choix méthodologique qui, en réalité, est un choix politique, au sens large du terme, c'est-à-dire c'est un positionnement, une manière d'appréhender la participation et le débat qui fait qu'on met derrière une méthode un certain principe. Donc les méthodes de participation ne sont jamais neutres, et je tiens beaucoup à ça, parce que souvent la CNDP est assimilée à un service qui organise les débats, des organisateurs de débats. Non. Nous sommes le service public de la participation citoyenne. Nous sommes le service public pour deux raisons. Parce que nous manions des droits. Nous sommes, et je cite le Code de l'environnement, les garants du droit à l'information et à la participation. Donc, c'est un droit qui est à nous de garantir, comme l'est l'école, comme l'est la santé, comme le sont les autres droits qui sont garantis par d'autres services publics. Nous sommes un service public parce que derrière, nous sommes porteurs d'une certaine vision du débat, de la démocratie, des échanges éclairés, neutres, indépendants et encadrés. Donc nous ne sommes pas une boîte qui organise des débats, et donc la méthode, elle n'est pas neutre, et nous y tenons beaucoup à cela. Donc voilà pour les 6 principes de la Commission nationale de débat public, mais qui en réalité, ce sont des principes qui valent pour n'importe quelle démarche de démocratie participative, pour n'importe quelle procédure, dispositif de partage, d'implication des personnes dans la prise de décision. La Commission nationale de débat public, elle est composée par 25 membres, Conseil d'État, Cour des comptes, tribunal administratif, syndicats, MEDEF, association environnementale, commissaire enquêteur, personnalité qualifiée, et elle est dirigée par un bureau de 3 personnes, président ou vice-présidente, et deux vice-présidents, un homme et une femme. Et c'est cette commission qui se réunit une fois par mois pour délibérer autour des grands projets qui passent par elle, et on en a beaucoup. Donc je vous faisais référence au programme nucléaire, aux déchets radiatifs, mais nous avons aussi réalisé des débats sur la politique agricole française, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur tout un tas de lignes à grande vitesse, sur des parcs, sur des gigafactories, sur des parcs photovoltaïques, sur tout un tas de projets qui structurent le pays, très importants pour la France, des gros projets. Et nous sommes de plus en plus sollicités par des collectivités territoriales très petites, par des mairies, par des régions, par des métropoles, par des instances publiques comme le Centre national de l'alimentation, par des ministères, par des ministres, pour les accompagner dans la manière dont ils pourraient mettre en place une procédure participative, une démarche participative sur n'importe quel thème, pas forcément sur l'environnement. Donc nous avons compétence
en démocratie environnementale, on va dire très forte, mais n'importe qui, si, à condition que ce soit une autorité publique, peut venir nous demander de l'accompagnement méthodologique au sens vraiment de l'élaboration de la démarche lorsqu'il souhaite s'ouvrir un peu aux citoyens, aux citoyennes. Et ça nous arrive de plus en plus. On a augmenté de 60% le nombre de saisines et de collectivités qui nous saisissent pour tout, la mise en place de zones à faible émission, sur le déploiement de la 5G, sur des questions un peu plus larges, etc. Donc là, on sent vraiment du champ de compétences de la Commission nationale pour élargir un peu à d'autres questions. Je voulais, en fait, ça a été un peu déjà anticipé, sur lequel je voulais poursuivre et terminer, c'était juste, enfin, vous me direz après le timing, parce que moi je peux parler toute la soirée, si vous voulez. Non, au sens où je voulais revenir sur cette histoire de la reddition des comptes, parce que la dernière partie, je ne l'avais pas bien explicité, c'est-à-dire le fait que quand nous publions ces comptes rendus, il y a un devoir de réponse, et ça c'est très important. Et que cette reddition des comptes est le nœud de l'affaire, est presque le nerf de la guerre. L'articulation à la décision de démarche participative, elle est primordiale. Et là, on a vu émerger d'autres types de méthodes, d'approches qui seraient censées se rattacher davantage à la décision. Je pense aux conventions citoyennes, par exemple, que ce sont des mini-publics, donc des groupes, on va dire des échantillons, plus ou moins représentatifs de la population. Je dis plus ou moins représentatifs pour plusieurs raisons, parce qu'on n'est pas au nombre de 1000, et c'est à partir de 1000 que la représentativité statistique est atteinte en général, mais aussi par rapport au fait qu'il, certes, il reflète la diversité de la population, mais c'est in fine, comme je le disais tout à l'heure, une représentation, un reflet plutôt statique et non dynamique, c'est-à-dire qu'on est là en tant que chômeur, en tant que catégorie socio-professionnelle supérieure. Voyons, voilà, c'est cette histoire d'avoir des quotas reproduit aussi de manière un peu à l'ancienne, de décrire les sociétés contemporaines. Donc les manières dont on rend compte de la diversité des points de vue dans des panels pourraient être aussi réquestionnées, parce qu'il n'y a pas de mandat aussi entre les citoyens tirés au sort et tout le reste de la population, parce que si la participation est un droit comme elle l'est en France, eh ben, il doit revenir à tout le monde, pas à ceux et ceux qui ont la chance d'avoir été tirés au sort. Donc ça crée une question aussi d'égalité. Et ça crée aussi la question de comment on va s'élargir au plus grand nombre. Ça, c'est très important. Donc, il est vrai que ces démarches-là ont le mérite de toucher des publics qu'on a moins, parce que le tirage au sort permet de toucher notamment des profils que spontanément ne viendraient pas dans des démarches de participation, et qu'ils ont mis dans des situations d'éclairage, d'information. Vous savez, les conventions citoyennes, dans les conventions citoyennes, les publics font un parcours très encadré d'information, ils font des auditions, ils travaillent par groupe, ils délibèrent beaucoup. Donc, ce sont des conditions très poussées de démocratie délibérative et très intéressantes que nous utilisons systématiquement à la CNDP. La CNDP, il y a 15 ans, a fait les premiers mini-publics. C'est en 2018 qu'on a tiré au sort 400 personnes. Donc, ces choses-là, on les connaît, on les utilise, on en connaît les bienfaits. Mais, il y a un mais, si c'est le seul outil participatif, si tout sujet est traité qu'avec une convention citoyenne, comment on fait pour embarquer le plus grand nombre? Comment on fait pour convaincre aussi le plus grand nombre? Parce que les personnes autres qui n'ont pas participé aux conventions citoyennes, elles n'ont pas fait tout ce parcours. Et lorsque de nos arbitrages de quotidien, quand on choisit comment vivre, comment mourir, comment se déplacer, là, on n'a pas fait, nous, on fait des choix qui n'ont pas été éclairés par 2 mois de convention citoyenne, vous voyez. Et c'est avec cette population aussi que le pouvoir doit composer. C'est dans la société telle qu'elle n'est, pas que dans la société mise dans des conditions de délibération. Donc, il est bien de connaître la vie et très utile des personnes qui ont participé à des conventions citoyennes. Mais pour moi, l'idéal serait organiser le maillon d'après, élargir à travers un référendum qui fait suite en convention citoyenne ou un débat beaucoup plus large
les travaux des conventions citoyennes, qui restent quand même quelque chose de démocratiquement très bien, très à l'avant-garde, qui est important. Grâce aux conventions citoyennes qui ont été très bien organisées, on a quand même pu poser la question de la démocratie participative dans la sphère publique. Donc il y a tout un tas de côtés positifs. Je dis juste qu'il faudrait maintenant aller à l'étape suivante et penser le lien de ce mini-public avec un maxi-public qui est la société tout entière. Et ça manque encore, vous voyez. Si je vous dis, mais quelle mesure de la Convention citoyenne pour le climat proposée par vos concitoyens qui ont travaillé 6 mois vous avez retenu, à laquelle vous adhérez, il y en a peut-être certains de vous qui sont plus ou moins au fait de la Convention, qui l'ont suivi, mais à un moment donné, il faut faire le passage à l'échelle. Parce que sans effet de masse, les transitions ne se feront pas. Et là, on a besoin d'un effet de masse pour diminuer de 50% nos consommations, pour voilà, aller vers des modes de vie plus sobres, etc. Voilà, il faut convaincre toute la population. Il faut avoir des vrais débats des sociétés sur le télétravail, sur le tourisme, sur l'alimentation. Ce sont des vrais sujets liés à la transition. Comment on télétravaille, comment on bouge, comment on peut se nourrir autrement. Mais à l'échelle de la société, in fine, c'est le modèle, l'épistéme même de la société qu'il faut repenser. Et si on ne le repense pas collectivement, on ne pense pas. Donc, voilà, je tenais un peu à aborder le sujet des conventions citoyennes et le sujet de la reddition des comptes, parce que souvent on dit qu'elles sont plus rattachées à la décision parce que voilà, la question de sans filtre ou autre. Bon, voilà, mais ça pose d'autres types de questions. Et je voulais terminer sur une vision de la participation, sur la question des objectifs de la participation et des démarches participatives, parce qu'on est en fait, surtout aujourd'hui, on en fait beaucoup de démocratie participative, tout le monde s'y met un peu, c'est aussi un effet de mode, des fois, et on voit qu'il y a 2 objectifs très différents. Il y en a qui considèrent que la démocratie participative doit éviter les conflits ou doit les résoudre. C'est vraiment un outil de problem solving, alors que c'est un outil de problem setting, c'est-à-dire de la manière dont vous pensez le problème. Vous voyez, l'intérêt d'une démarche participative telle qu'on l'a fait à la CNDP, c'est pas tellement qu'on doit trouver la solution, c'est comment on reformulerait le problème. Parce que quand on reformule ensemble le problème, c'est plus facile que la solution ensemble, elle est plus partagée. Donc, qu'est-ce qui pour vous fait problème? Donc, redéfinir, et ce n'est pas que le diagnostic partagé, c'est vraiment reconfigurer ensemble ce qui fait besoin à un moment donné pour une société donnée. Donc, le fait que la participation soit vue par certains comme quelque chose qui doit résoudre le problème ou alors faire passer un projet ou même améliorer un projet, tout ça relève un peu d'une vision conséquentialiste de la participation. Je la mets en place parce qu'elle est utile à cet objectif-là. Nous sommes plutôt à la CNDP sur une vision téléologique de la participation comme but en soi, comme horizon politique en soi, au sens large du terme politique encore une fois, pas partitique, mais sur le fait que c'est en soi juste d'ouvrir la participation à tout le monde. Tout d'abord parce que c'est un droit, et même si ça ne l'était pas, c'est plus juste et c'est plus légitime. Et je pense que dans l'avenir, si on pense aux nouvelles institutions démocratiques, etc., aux pratiques de participation, il ne faudra pas se tromper d'objectif dans la démocratie participative. Et c'est sur cela que je voulais conclure. Voilà.